Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, à la veille de la sortie des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, nous allons revenir sur le premier volet sorti il y a 2 ans, Les Animaux Fantastiques tout court donc en français, le préquel de la saga Harry Potter, un spin-off qui n'est pas adapté d'un roman, mais qui a été écrit niveau scénario par J.K. Rowling elle-même, adapté de son dictionnaire des animaux fantastiques, de son bestiaire, voilà. Et réalisé ce film par David Yates, celui-là même qui avait réalisé les 4 derniers volets de Harry Potter et qui réalisera également le second volet des Animaux Fantastiques demain au cinéma. Voilà, on est un peu complet sur le plan technique ici. Parlons du casting vite fait, sachant que l'histoire tourne autour d'un certain Norbert Dragono en VF ou Newt Scamander en VO. C'est Eddie Redmayne qui joue ce rôle-là, qui avait été révélé par le rôle de Stephen Hawking dans The Theory of Everything, une merveilleuse histoire du temps, et qui est l'acteur pas le plus connu, non, parce que vous avez quand même Colin Farrell dans le rôle de Percival Graves, le sorte de chef de la magie aux États-Unis. Et il y a une apparition très courte, peut-être la plus courte de sa carrière, de Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Voilà, qui sera certainement beaucoup plus présent dans la suite demain. C'est donc l'histoire, on est combien de temps, moi je sais pas, 60, 80 ans, ouais, 80, un peu moins de 80 ans, 70, 80 ans avant les histoires d'Harry Potter. C'est l'histoire d'un certain Newt Scamander, donc Norbert Dragono, on va l'appeler comme ça, qui va aux États-Unis pour, en fait, avec son bestiaire caché dans sa valise, pour en fait, à la base, ramener un oiseau chez lui, le Thunderbird, l'oiseau du tonnerre. Bon, Thunderbird, c'est joli, sorte d'aigle royal mélangé au phénix qui vit aux États-Unis, dans l'Arizona, et qui a été expatrié ailleurs. Là, il veut le ramener dans sa terre d'origine, sur ses terres d'origine. Ça m'a fait marrer parce que l'aigle étant l'emblème des États-Unis, bon, voilà. Et donc, en allant là-bas, cependant, il va tomber sur des péripéties qu'il n'imaginait pas, puisque dès le prélude du film, on comprend qu'il y a une grosse menace sur les magiciens du monde, menée par un certain Gellert Grindelwald, un mage noir qui a tué plein de gens et qui a disparu depuis 2 ans. On ne sait pas où il est. Mais bon, on peut imaginer qu'il est pas loin, parce que vous avez ce prélude-là qui vous annonce clairement l'enjeu principal du film. C'est peut-être dommage d'ailleurs, quelque part, de balancer ça comme ça en prélude du film directement, même si c'est bien fait niveau imagerie, parce que voilà, on voit ce qui se passe vite fait, très vite fait. Puis on a des unes de journaux dans tous les sens, ça rappelle un peu ce qu'on a pu faire dans certains films d'Harry Potter, donc beau petit hommage ici, d'autant plus que le thème principal musical rappelle le thème de Hedwig theme de Harry Potter. Bref, et donc, une fois arrivé aux États-Unis, il va rencontrer plein de personnages. Il va se rendre compte que sur place, les potentielles relations, il n'y en a pas parce que les moldus, qui s'appellent les non-mages aux États-Unis, ne connaissent pas, enfin, n'ont aucune. Enfin, comme au Royaume-Uni, ils ne savent pas qu'il y a des magiciens et tout, mais disons que les magiciens sont encore moins, disons, proches des moldus locaux, si on veut dire ça comme ça. Il y a une sorte de guerre sous-jacente, enfin, d'une hostilité qui est entre les deux clans, surtout les magiciens qui se méfient beaucoup des non-magiciens, des non-mages donc. Et puis surtout, bah, avec le problème de ce qui s'est passé autour de Grindelwald, c'est un peu tordu, quoi. Voilà. Et il y a, alors c'est intéressant parce que les non-mages ne sont pas censés donc savoir qu'il y a des magiciens, enfin rien n'est officiel et tout, mais vous avez une sorte de secte qui s'appelle les fidèles de Salem, qui eux sont certains qu'il y a des magiciens et ils les traquent sur place. Donc alors voilà le film qui part sur une base intéressante, puis qui rappelle la chasse aux sorcières d'ailleurs, cette secte qui s'appelle les fidèles de Salem, ça fait référence clairement à la chasse aux sorcières qui a eu lieu aux États-Unis avant, mais aussi après d'ailleurs, sous forme de l'anticommunisme d'à peu près à cette époque-là, enfin un peu après d'ailleurs, 1926, on n'est pas loin du contexte. Donc référence historique, oui. Euh, Conflit intéressant peut-être, mais c'est là où on touche à un problème de l'histoire, c'est que le film veut nous emmener quelque part, mais
il y a plusieurs petits plots, petits scénarios qui sont, on va dire, côte à côte, parallèles, et on a du mal à s'attacher à tout ça parce qu'il y a beaucoup de trucs. Même si on voit très bien où on va en venir, tout se dit peu à peu. C'est un petit peu compliqué dans les 2 heures du film, enfin les 2h15 du film. Et on est c'est que à la fin qu'on est vraiment à fond, vraiment, dans l'univers et dans le film lui-même. C'est un peu le problème, mais c'est un peu aussi logique. Il fallait installer l'univers, c'était pas évident, et c'est obligatoire que ce film passe par là. C'est pour ça qu'il y a des moments poussifs. Des moments poussifs qui sont, on va dire, contrebalancés par de belles images. Voilà, la réalisation est plutôt bien faite. On voit que David Yates a l'habitude de manipuler cet univers. C'est clairement, c'est du fan service parfois, mais on ne pouvait pas attendre mieux à ce niveau-là. Et puis les bêtes, évidemment, les animaux fantastiques, l'accent est mis dessus. Même si l'intérêt est moindre par rapport à la vraie histoire méchante derrière autour de Grindelwald, il y a quand même un beau bestiaire et on nous en fait profiter avec des beaux effets. Voilà, de bien belles bêtes. Voilà, c'est les animaux fantastiques sont mis en avant et ça fait plaisir parce que ça fait rêver, ça fait évader quand même et c'est un film que les enfants ont pu certainement bien aimer grâce à cela. Après, voilà, l'histoire en elle-même autour de Grindelwald ou pas, ou autour de ces potentiels méchants, machin, on sait pas trop. À un moment, donc, on met en avant une histoire concernant un Oscurus, c'est ça, qui tue un non-mage dans l'histoire et on essaie de savoir qui c'est. Alors, normalement, c'est un enfant parce que ça survit pas longtemps dans son hôte et tout. Et bien sûr, le scénario va nous faire bifurquer vers un endroit auquel on ne s'attend pas et on est un peu surpris par la révélation. En fait, pas du tout, hein. Mais c'est pas grave. Il y a aussi un autre personnage qui révèle son vrai visage à un moment et on le sent venir très vite, ne serait-ce que par la voix de l'acteur. Mais bon, je sais pas si on a voulu surprendre ou pas le spectateur. Là-dessus, je vous avoue, c'est un petit peu dommage pour la surprise, mais bon, ça se laisse suivre, c'est assez cohérent finalement, donc c'est pas mal. J'ai pas envie de raconter trop ce qui se passe, pas spoiler et tout. De toute façon, j'imagine que vous avez vu le film si vous regardez cette critique, d'autant plus que dans le contexte de la sortie du nouveau, voilà. Mais non, c'est plutôt correct, mais voilà, c'est le problème du film, c'est que ça essaye d'installer plein d'enjeux, plein de contextes pour que l'univers s'enrichisse, et fatalement on finit par s'y perdre, et le nœud principal de l'histoire, finalement, nous éclate à la gueule vers la fin. Alors c'est cool, mais on a un peu l'impression d'avoir perdu notre temps tout en étant dans la féerie et tout, hein, voilà. On a peut-être un peu perdu notre temps avec des personnages secondaires certes très sympathiques, notamment Kowalski, le moldu qui fait équipe malgré lui avec Dragono. Il y a Tina Goldstein aussi, cette magicienne un petit peu déchue, là, une ex-Aurore, euh, qui essaye de se racheter plus ou moins. Voilà, bon, c'est plutôt sympa, mais voilà quoi, on sent que c'est secondaire, c'est vraiment pour installer l'histoire. C'est ça, donc c'est le début d'une saga et ça se sent. Mais il y a une certaine logique quand même. Voilà. Sinon, les acteurs sont plutôt intéressants dans leur rôle, hein. On voit bien que Eddie Redmayne est à fond dans ce rôle-là. On sent qu'il a signé pour 5 films, il n'y a pas de souci. Les autres acteurs font le taf. Bon, Colin Farrell, on l'a vu dans des meilleurs rôles, clairement, mais ça passe. Il y a Ezra Miller qui est très bien dans le rôle de certains Croyance Belboss, un personnage qui n'a pas d'importance au départ, mais qui prend une ampleur assez inattendue, ou pas, au fur et à mesure que l'histoire avance. Voilà. Et ouais, voilà. Donc c'est un film qui se laisse regarder. Et évidemment, il souffre de la comparaison avec la saga Harry Potter, un peu, parce qu'on perd les personnages auxquels on avait l'habitude. Et est-ce qu'on gagne quelque chose d'autre? Oui et non. Voilà, il va falloir attendre la saga dans son ensemble pour voir si ça tient la route ou non. Et en cela, le deuxième volet va être très intéressant à regarder et il est attendu au tournant, enfin, me concernant. C'est là où je pourrais me dire si cette saga va être bonne, correcte, enfin, de mon point de vue, ou si je vais m'en désintéresser. Voilà, j'irai probablement le voir au cinéma. Et suite à cela, je pourrais me dire, bon, j'attends la suite avec impatience ou non, je pense que ce spin-off ne va pas plus me passionner que ça. Voilà. C'est à suivre, donc. Mais c'est un film qui se laisse
suivre sans mal. Je mets 6 sur 10 donc parce que je suis obligé pour l'instant de le comparer à la saga initiale. Mais avec l'ensemble, dans quelques années, une fois que les 5 seront sortis, peut-être que celui-ci gagnera en profondeur et voilà, peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être des petits trucs dans ce film qui trouveront une belle cohérence et un grand intérêt par la suite. Allez savoir. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne séance si vous allez voir le 2 demain ou un de ces quatre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah non! Oh non, pas de ciao! Oh là là! Toi, derrière ton écran, t'as cru que j'allais te laisser comme ça. Non, une anecdote. Une anecdote. Un petit peu embêtante quand même, la BO. La BO de James Newton Howard, qui est bien, hein, elle est bien cette BO, voilà, elle est fidèle à l'univers, et il a eu voilà, il a eu des restrictions, il a dû composer par rapport à des musiques que John Williams avait déjà fait, bon voilà, pour que ça soit bien dans le truc. Et à un moment, il y a quand même un thème qui s'appelle A Close Friend, vous pourrez chercher sur internet, qui est pas loin d'être un plagiat d'un thème de Danny Elfman dans Édouard en main d'argent, le film de Tim Burton. Voilà, ça m'a tellement sur le coup, j'étais là. Oh my god! C'est quasiment. Et en plus, c'est le même. Voilà, avec les chœurs, c'est le même truc. Ça me gêne un peu. Alors, je pense que c'est involontaire, clairement, mais bon, ça me gêne un peu. Sur le moment, j'étais là en me disant ouh là 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 là, mais attendez, ça me dit quelque chose, ça. Eh oui, oui, ça me dit quelque chose. Surtout Édouard en main d'argent, qui est mon Tim Burton préféré, qui est un de mes films préférés à vie. Donc là-dessus, je pouvais pas passer à côté. Pourtant, j'avais pas repéré ça au premier visionnage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'était tout. Là, je peux vous dire au revoir et à la prochaine. Ciao.